Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission À l'affût. Aujourd'hui, dans notre reportage, on se déplace avec Marc Harvey et Nicolas Parent pour un reportage de chasse aux dindons sauvages. Par la suite, on en discute un petit peu en studio et mon collègue Jason Ruel qui va nous parler de munitions ainsi que d'étranglement pour les fusils de chasse. Bonjour Jason, ça va bien? Oui, bonjour Marilyn. Oui, ça va très bien, toi? Ben oui, super, merci. De quoi tu viens nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire une petite capsule sur le dindon, les munitions, les étranglements. Faire la lumière là-dessus. Ben oui, c'est intéressant. Parce que veux pas, chaque chasse prend un minimum d'études, de devoirs à faire avant de partir. Le dindon, c'est très important. Fait qu'aujourd'hui, on va parler, je vais commencer par les différentes munitions pour le dindon. On a des munitions, je te dirais, standards, qui n'ont pas de particularité. Ils ont une charge beaucoup plus élevée pour abattre le dindon, contrairement à une balle, qu'on pourrait dire à perdrix ou à pigeon d'argile. On voit ici la différence de charge qu'on a en arrière. Parce que pour abattre un dindon, ça prend un minimum de force de frappe, c'est très important. C'est très fort un dindon aussi. C'est très fort, ça a l'épée de plumage, il faut vraiment viser une partie précise, donc ça prend des balles spécifiques pour ça. Il y en a des gens qui pensent qu'une balle à 2 de 12, ça fait pour n'importe quoi. Ce n'est pas le cas pour le dindon. C'est faux. Fait que des balles à pigeon d'argile ou des balles à perdrix, on enraye ça sur la liste. C'est pas fait pour ça. Les balles à dindon, j'ai 3 catégories que j'ai emmenées ici aujourd'hui. J'ai des balles un peu plus standards. J'ai des balles avec 2 particularités qu'on va venir plus tard à discuter. Discuter tout à l'heure. La première balle, comme ça, les balles standards, ils se font en 3 grosseurs. On a du 2-3 quarts, on a du 3 pouces, on a du 3 pouces et demi, selon le fusil qu'on a. OK. Pourquoi que je parle des balles? C'est très important parce qu'il n'y a pas un fusil, il n'y a pas un canon qui est pareil. Il n'y a pas un patronage qui va être pareil. Donc, c'est très important que chaque combinaison de balles et d'étranglement qu'on va prendre va être différente d'un fusil à un autre. C'est important de se pratiquer. Très important, très important. Dans ma deuxième série de balles, ils ont une particularité spéciale, c'est qu'ils ont comme un gel à l'intérieur de la bourre. OK. Première fois que je les vois comme ça sortis. Exactement. On a un gel qui tient la gerbe de plomb encore soudée ensemble. Lorsque la balle est propulsée, la gerbe de plomb sort de la bourre. OK. Donc, elle est encore serrée quand elle sort grâce à ce gel-là. Fait que ça nous permet, ça, d'atteindre une distance plus élevée qu'une balle standard. Puis que notre tir soit bien groupé aussi, localisé. Si on regarde un peu ici mes cibles que j'ai fait, ça, c'est fait avec la balle, justement, avec le gel. OK. Ça, c'est un tir que j'ai effectué à 10 verges. OK. Le gros désavantage de ces cartouches-là, c'est qu'en dedans de, mettons, 15 verges, c'est comme une slug. Fait que c'est tellement serré, il faut faire très attention à notre gauche-droite. Fait que si on n'est pas bien miré, bien, on va tirer carrément à côté du dindon ou par-dessus. Ce qui m'est déjà arrivé la première année, j'ai utilisé ça. Des tirs un petit peu plus proches. Des tirs un petit peu plus proches, j'ai passé carrément par-dessus. Ça, c'est un tir effectué à 10 verges. Fait qu'on voit que carrément le dindon, la tête... C'est vital, oui, c'est ça. C'est vital. Il aurait pu combat ici. Oui, c'est ça. Fait que là, ici, ça, c'est un autre tir que j'ai fait. Celui-là, je l'ai poussé à l'extrême plus loin. OK. Fait que c'est la même cartouche, mais à plus longue même distance. fusil, exactement pareil, mais longue distance. Ça, c'est un test que j'ai fait à 60 verges. OK. Fait qu'à 60 verges, on voit que j'ai encore à peu près 6 à 8 plombs dans la zone vitale. OK. C'est pas un tir que je recommande. Parce que là, il y a plusieurs facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte. Le stress, le vent peut tasser. Là, j'ai tiré à conditions parfaites à côté. Mais c'est pas une distance que je vais référer à mes clients. Quelle distance environ tu recommanderais? Pour abattre proprement un dindon, là, selon les balles que j'ai ici, c'est à peu près une quarantaine de verges que je vais recommander aux gens de ne pas dépasser. Okay. Ça se tire plus loin, mais c'est plus la marge de manœuvre est plus grande. Est plus grande, c'est ça. Fait que j'en ai un autre ici, un autre cible que j'ai effectué à 30 verges. Là, on voit ici que j'ai mal tiré. Ma gerbe de plomb est concentrée quand même serrée, sauf qu'on voit que j'ai visé trop haut. Fait que mon dindon serait mort pareil, sauf que la plupart de mes plombs sont situés en haut. OK, parce qu'on voit bien, oui, c'est ça, parce que la zone vitale, en fait, c'est qu'on essaie de viser, c'est vraiment où les caroncule, en fait, c'est ça, à la base du cou. Exact.
Fait que là, on voit que mon tir est un peu plus haut. Le dindon sera mortel pareil, mais c'est pas à ton c'est pas goût. optimal, c'est ça. Fait que c'est pour ça que c'est important de faire des tests, connaître son fusil, si je peux tirer à 20 verges, si je peux tirer à 30 verges ou à 50 verges. C'est très important de le savoir. Parce que c'est pas toutes les balles, c'est pas toutes les combinaisons qui vont faire que tu peux tirer à 50 verges. Non, c'est sûr. Exactement. Mon autre balle ici, qui est de la TSS. La TSS, c'est un nouvel alliage, parce que dans les balles conventionnelles, on parle qu'on a du cuivre. Dans le TSS, c'est du tungstène. OK. C'est un autre matériau qui est beaucoup plus lourd, beaucoup plus de force de frappe. C'est beaucoup à la mode dernièrement, ces balles-là. Puis celle-là ici, c'est la TSS 3 degrés. OK. Cette compagnie-là ont mis 3 sortes de grenouilles dedans. OK. Il y a du 6, il y a du 5, il y a du 6, il y a du 7. OK. 3 grosseurs, il y en a en plomb, il y en a en cuivre, puis il y en a en tungstène. C'est un mix. OK. Pour avoir un meilleur patronage. Suite à ça, j'ai emmené différents étranglements. Là-dedans, vous avez 3 gammes d'étranglements. Vous avez de l'entrée de gamme, vous avez du milieu de gamme, du haut de gamme. À la base, l'entrée de gamme, c'est un choke qui est vraiment fermé, constant, fait que ça rétrécit ta gerbe de plomb, puis ça tire. Et puis après ça, quand on tombe dans la gamme de Carlson ont la technologie à eux, qui commence gros puis qui finit en petit. Ils s'en vont en compte pour vraiment farmer ta gerbe de plomb. Ton patron soit très serré. Il y a une autre compagnie que je n'ai pas emmenée, le Patent Master. Eux autres, ils ont une autre technologie qui ralentit la bourre pour garder ta gerbe de plomb fermée plus longtemps. C'est des chokes quand même de haute qualité. Puis qu'est-ce qui diffère aussi d'un choke de bonne qualité versus un de moins bonne qualité, c'est son alliage et sa qualité des filets. OK. Un étranglement de moins bonne qualité, il faut le démancher souvent. À chaque séance de tir, on le démange, on le nettoie, on le lubrifie pour pas qu'il colle dans le fusil, parce que quand il Avec colle... la chaleur, c'est ça. Je n'ai eu déjà à faire en réparer, c'est pas plaisant. Non, c'est ça. Tandis que les autres, ils ont une tolérance plus élevée. Plus élevé, mais c'est quand même, même s'il est de meilleure qualité, c'est quand même important aussi de bien l'entretenir. Comme les miens, je les démange à chaque utilisation, que ce soit à la chasse en perdrix, au pigeon d'argile. Je les démange, je les décolle, je les lave, je les lubrifie, je les remets là. Comme ça, j'ai jamais eu de problème avec ça. En plus, des fois, on contrôle pas tout le temps les températures. Des fois, ils mouillent à l'extérieur ou des choses comme ça. Fait que c'est important. De la rouille, fait que c'est bien important de les démancher, c'est primordial. Donc, Jason, ce que je comprends de tout ce qu'on vient de se dire, c'est vraiment important d'aller patronner avant chaque chasse au dindon qu'on va faire. Si on change de munitions ou de fusil ou de choke, on va patronner. Très important. À toutes les fois. Donc, on va maintenant se diriger vers notre reportage de chasse au dindon. Bonjour tout le monde, mon nom est Marc Harvey. Aujourd'hui, petite excursion au dindon. Je vous présente Nicolas, mon guide au dindon, le spécialiste de ces petits animaux-là. On est en région Chaudière-Appalaches. On a fait une petite prospection hier avec Nicolas. On a localisé des dindons, puis ce matin, on s'en va s'amuser. Tu vas utiliser certains câbles? Oui, principalement, je vais utiliser 2 câbles, une boîte à dindons, puis un gobeleur de Primos. Oui. Ce qu'on a vu hier, on a vu quand même une bonne quantité de dindons. Fait que ça va être facile pour nous autres ce matin de localiser la place où on va s'installer, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Tu sais, le monsieur qui arrive là avec toujours la même boîte, toujours la même ardoise, toujours le même gobeleur. Pour lui, le dindon, OK, c'est un humain qui chasse. Il regoble encore avec les mêmes sons. On le sait que ça nous en prend 4 ou 5 différentes pour être capable de déjouer ces dindons-là. J'en ai 8, moi, dans mes trucs. Tout Exactement. Toujours. Ça vous en prend 5 ou 6 minimum. Comme ça, tu éduques moins ton dindon parce que c'est des sons sonores différents. Les cœurs sont différents. Parce qu'un dindon, ça a le mémoire auditive à la vie. Ces deux-là, non, ils viennent pas avec moi à la chasse si je retourne sur le même territoire. Et voilà, parce qu'il a Ça, connu, il connaît ton son. Et ils connaissent ce son-là. Là, il y a cette mémoire-là à vie. Fait que nous autres, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on met des numéros sur nos boîtes. Une petite femelle. Belle petite femelle.
tirer dans le tas de dindons. Fait que ça crée une certaine éducation aux dindons. C'est ce qui fait qu'année après année, les dindons deviennent de plus en plus difficiles à chasser. Parce qu'on parle d'un dindon qui a une espérance de vie de 5 à 6 ans maximum. Ton dindon, là, les 4 premières années de sa vie, là, il apprend, puis il apprend. Fait que la femelle transmet son éducation à ses dindons. Veut pas. Ça a une vision monumentale, ça a une mémoire à vie. Fait que plus tu chasses, plus tu mets de pression de chasse, on s'en est rendu compte cette année. Oui. On a Vraiment. 3 fois plus de pression de chasse que les autres années. On met le setup du bon côté, on sait qu'ils sont perchés du bon côté, puis on l'a vu, il s'est juste décalé un peu. Fait que lui, il se ramassait avec une barrière naturelle. Tu sais, un fossé, c'est une ligne, hein. Veut pas, faut qu'il assaute la ligne. Soit qu'il vole, soit qu'il descend dedans, là. Fait que pour lui, c'était comme une barrière naturelle, mais il y a comme... C'est comme si ce dindon-là avait flairé notre installation matin. Tu sais, il avait flairé il avait détecté notre tente. Tu sais, on a taponné un peu matin, là. On a eu de la misère à la positionner. Ça fait du bruit. Fait que, tu sais, les femelles, on s'en est rendu compte. Ils sont venus nous voir direct. Ils sont même pas concentrés. Ils sont perchés à côté du setup. Parfait. Ils se sont tous posés là. C'était champion. Mais là, notre mâle, qui est probablement, ben, d'abord, c'était un mâle assez mature. Hein. Il avait quand même une bonne barbe. Hein. C'est pas sa première année qu'il circule dans ce coin-là. Ok, ça c'est le mâle. Et là-bas le mâle. J'avais prospecté hier soir, puis j'avais vu au moins une quinzaine de dindons. Au moins 4 mâles avec une dizaine de femelles. Les vaches, c'est automatique. Aussitôt qu'on s'assigne avec l'autre vache, les vaches vont autour de nous. Mais c'était spécial comme chasse un matin. Je chassais avec des vaches, là. C'est curieux à mort. C'est à refaire. C'est sûr, ils vont tout venir lui faire attendre. Exactement, puis... Tu sais, t'es assis dans le bois, elle rentrera pas dans le bois, on est liché, là. Parce que là, le Tom, s'il est pas blessé pour mourir, il va retourner avec ses femelles. Ça va prendre un bout de temps, hein. Mais il va retourner les trouver. Mais les femelles, ils ont droppé Ah oui, juste à la bonne place, femelles, c'est pas pareil. sauf le mâle. C'est ça. Puis j'ai remarqué que ce matin, les dindons, ça n'a pas peur des vaches. Non, ça c'est clair. Ça reste dans le clos avec eux. Là. On l'a vu, on l'a très bien vu ce matin. On était à 250 pieds des dindons présentement. Ils sont en train de manger dans le chemin. Ça a été emmené, il était pris avec la barrière naturelle. On avait des animaux de ferme, vous allez le voir ces images, qui venaient compliquer la tâche un peu. On s'en doutait un peu, écoute, on était d'un package à vaches parce que les vaches sont en liberté, puis on le sait que les vaches, c'est curieux. Ça a tendance à venir voir tout ce qu'on installe de nouveau. On marche dans le champ, on parle fort, les dindons sont encore là, 300-350 pieds. J'ai jamais vu ça. À 700 ou 800 pieds, quand ça voit un humain, ça part tuer. Fait qu'on se rend compte que les femelles de ce secteur-là sont vraiment pas nerveuses. On sait que les dindons sont là, on a comme pas le choix de travailler avec ça. On avait vraiment un très bon terrain ce matin. Oh oui. Là, on vient juste de sortir de la tente. On a manqué notre shot ce matin à cause d'une amie comme ça. J'étais à côté avec sur ma tente avec mon fusil. Je visais un gros Tom, je l'ai manqué. Parce que mon ami ici à côté, ben, est venu faire bouger la tente. C'est pour ça que j'ai décidé que ma distance-là, j'en ai déjà faite, j'ai déjà réussi. Mais là, ce matin... Il y a plus ou moins 50 mètres, c'est une distance très raisonnable pour ce matin, je l'ai manqué. On l'a vu ce matin, les vaches nous ont comme dérangé un peu, ils arrêtaient pas de licher à tente, ils arrêtaient pas de faire bouger dans notre installation. Mais ça n'a pas dérangé aux dindons, par contre. Non, fait que ça se peut que il y ait des dindons plus dominants, des dindons plus gros. Ah, c'est sûr qu'il y avait plus qu'un mâle, c'est voilà. sûr et certain. C'est ce qui nous donne la puce à l'oreille de réexploiter ce secteur-là pour récolter dans l'avenir des plus gros dindons. Il peut être là, mettons, oui, ok, on le voit se percher le soir, on sait, on a un doute qu'il va sortir là le matin, mais ça, on n'est jamais certain qu'il va se dépercher dans le champ. Il peut se dépercher dans le bois. C'est pas 100% garanti qu'on va le voir là le lendemain. Et voilà, il peut se dépercher dans le bois, puis marcher 1 kilomètre, puis sortir dans le champ plus loin. OK.
Moi, c'est ça. Mon problème de ce matin, on avait un beau gros tome devant nous. Je l'ai manqué parce que j'ai accoté mon canon de fusil sur la tente. Puis il y a un ami vache qui est venu sentir la tente. Fait que quand j'ai tiré, j'ai bougé. Donc moi ce matin, j'ai décidé de me placer ici parce que on avait au moins 7-8 dindons perchés ici juste devant. J'ai décidé d'installer 3 femelles, une couchée prête à l'accouplement avec un jack juste à côté, puis deux femelles juste à côté qui mangent dans le champ. Puis 30 minutes après l'installation, même pas 15 minutes, ils ont toutes descendu dans l'installation. Surtout si c'est un gros, c'est pas la première journée Ah, qu'il est il là, était là. gros un matin. Là. C'est pas la première journée qu'il est là. Si tu l'as touché, c'est sûr que tu le reverras pas. Il est mouru, ben non. C'est ça que je trouve plate. Moi, qu'est-ce qui m'inquiète, c'est de Si t'as l'avoir bougé, blessé. à cette distance-là, si t'as bougé, t'as passé à côté, c'est sûr. C'est un nouveau territoire pour nous autres. Oui. Parce qu'on se doutait pas partout qu'il y avait des dindons là. C'est sûr que ça va être à explorer dans l'avenir. Puis dans les prochains jours, on va sûrement le réessayer pour voir qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ce petit troupeau de dindons là. D'ici à ce temps-là, ben restez à l'affût. Donc, c'est quand même bien dommage que nos amis n'aillent pas récolter. Malheureusement, ça fait quand même partie de la chasse. La chasse, hein? Ouais. La récolte, ça inscrit sur le Sunday. Exactement. En même temps, c'est sûr que c'est important. Comme on a vu, il disait que c'est un nouveau terrain. On essaye un petit peu toujours la prospection aussi. Je pense que dans le dindon, c'est 70% de ta réussite. Résultat, ouais. Exactement, D'où exactement. l'importance qu'on parlait dans le reportage de faire le patronage de nos fusils. Oui, exact. On voit bien là, des fois quand les Connaître dindons. nos limites. Nos limites, c'est ça, puis de faire des tirs là, qui sont respectueux de l'animal aussi, puis je suis sûr qu'on contrôle pas tous les critères autour, mais c'est important là, de faire des tirs qui sont éthiques et Mais pour la chasse, revenir à la chasse, c'est très important, la prospection, comme tu dis, ça fait 70%, je dirais même 80%, oui. 80% du résultat. Hein. Non, parce que, tu sais, quand on vérifie, c'est la base aussi. Quand on va au dindon, tu sais, habituellement, tu vas arriver sur un exemple. Moi, c'est sûr que je chasse plusieurs fois sur le même terrain depuis quelques années. Fait que c'est sûr que je connais quand même un petit peu les habitudes du gibier. Tout dépendant de ce qu'il va y avoir comme récolte dans mon champ, ça peut changer aussi les habitudes du gibier. Tu sais, on sait qu'ils sont des fois portés vers certaines semences un petit peu plus que d'autres. Fait que c'est sûr qu'il n'y a pas une année non plus qui va être quand même pareil, mais tout ce qu'on peut contrôler là, de pourcentage autour, la prospection, bien patronner, d'être à l'aise avec notre fusil, connaître aussi, tu sais, quand on parle d'appelant, les calls, ces choses-là, tu sais, le call aussi, il faut quand même se pratiquer, là. J'en ai amené quelques-uns ici, différents modèles. Ici, on a un ardoise. C'est avec un petit bâton comme ça ici qu'on va venir glisser sur l'ardoise qui va faire le bruit d'un dindon. On a des calls ici comme ça s'appelle des boîtes. Il y en a plusieurs modèles. Il y en a qu'on va mettre de la craie. Il y en a qui sont déjà, qui a déjà comme un produit dessus qui va faire que... Fonctionne même s'il mouille ou Ouais, c'est ça, exactement. Fait que même s'il mouille ou que c'est humide, surtout dans le dindon, des fois, on est à début du printemps, c'est mouilleux. C'est mouilleux, C'est mouilleux. C'est ça. Petit truc que moi j'utilise, des fois, là, on part... Moi, j'ai toujours plusieurs calls quand même. C'est sûr que, comme je disais, je chasse souvent dans les mêmes endroits. Je vais montrer un petit peu le... Faut y aller délicatement. Les boîtes, c'est quand même ça peut dégager un petit peu plus de bruit. Donc, souvent, c'est un call que je vais utiliser quand les animaux sont un petit peu plus loin. Tu sais, j'arrive le matin. Moi, c'est rare que je vais me mettre vraiment très, très proche des dindons. J'installe ma tente un petit peu avant, puis je m'arrange d'être proche puis de les avoir en visuel, mais je veux pas être trop proche non plus parce que quand je vais rentrer dans ma tente, je veux pas faire peur, exemple, à mon Jake ou à mon Tom qui va être perché dans l'arbre. Comme on voit des fois dans le reportage, il le dit justement que quand il est arrivé le matin, il pense qu'ils se sont peut-être mis un petit peu trop proches, fait que là, probablement que le Tom les aurait vus, puis il s'est déperché un petit peu plus loin. Fait que des fois, ça aussi, la prospection, ça l'aide. On voit où est-ce qu'ils se sont perchés. Je le sais à peu près où est-ce qu'il faut que j'arrête, puis où est-ce que le dindon pourrait me repérer, puis ça pourrait justement nuire à ma chasse. Donc, comme je disais tantôt, on a quand même plusieurs calls. Moi, je mets tout ça dans mon sac à dos, puis je pars avec ça. Comme vous voyez, ça prend pas grand-chose. À peine je bouge, je parle, ça fait du bruit. Donc,
Très important de l'attacher avec un élastique. Exactement, c'est ça, justement. Les filles, on a toujours plein d'élastiques qui traînent un petit peu partout. Fait que quand que je vais transporter mes cols, je mets toujours un élastique autour. Là, on peut le bouger. À te brosser un peu plus. Exactement, parce qu'en noirceur, il n'y a pas un petit dindon qui s'en vient à pied en faisant poc, 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 poc. C'est pas très subtil. C'est pas subtil. Donc, petit conseil, moi, je mets toujours un élastique, que ce soit sur celle-là ou celle-là. Ici, c'est deux principes. Comme je vous dis, j'aime bien varier de call quand même. Des fois, tu vas faire un call le matin, puis le dindon n'est pas toujours nécessairement réceptif non plus. Fait que c'est bien d'avoir plusieurs calls aussi. Présentement, j'ai pas amené, il y a des petits, des diaphragmes, c'est ça, excuse-moi, je cherchais le bon mot. Ça, c'est pratique quand on vient un petit peu plus à proximité aussi. Tu sais, quand le dindon... mouvement. Exact. Tu sais, quand on est installé, tu sais que ton dindon s'en vient, ben, tu sais, c'est un petit peu plus risqué des fois de rebouger. Des fois, t'es épaulé avec ton fusil aussi, fait que tu peux plus nécessairement venir prendre ta boîte, tout lâcher, puis comme je disais, ben, des fois, le bruit est un petit peu plus fort, fait que, tu sais, si le dindon, il est trop proche, ça pourrait l'apeurer. C'est un oiseau qui n'a pas d'odorat, fait que ses autres sens sont très aiguisés, dont la vue, c'est assez spectaculaire. La vue, oui, exactement. On le voit un petit peu plus, là, le moindre mouvement. Le moindre mouvement. C'est pour ça que c'est un animal qu'on chasse avec un arme à feu, qu'on n'est pas obligé de mettre de dossard, parce que ça voit trop clair. Exactement, ça voit très, très bien, là, puis ça voit de loin aussi quand même. C'est pour ça que, tu sais, habituellement, quand on va installer nos appelants, ce qui se trouve à être de faux dindons en plastique, il y a plusieurs modèles. On utilise un peu selon le budget du chasseur, là, parce que ça peut aller quand même relativement vite pour le dindon. Là. Les appelants, c'est quand même assez dispendieux. Donc, c'est vraiment à vous d'y aller un petit peu avec ce que vous avez envie. Moi, comme appelant, toi, je sais pas qu'est-ce que tu utilises. Moi, j'en ai plusieurs. Appelants, j'ai des femelles qui surveillent, des femelles qui mangent. Mais c'est très important, quand on met des appelants, c'est faut absolument qu'il y ait un mâle qu'une femelle. Tu peux pas juste mettre des mâles, tu peux pas juste mettre des femelles, ça ne fonctionne pas. Exactement. Est-ce que toi, tu mets plusieurs femelles? Non, seulement une ou deux. Il n'y a pas une situation de pareil. C'est ça, on s'adapte. Hein? Même des fois, ils sont tellement rendus éduqués dans certaines régions qui sont plus chassées que les appelants, ça ne marche pas. Oui, exactement. Il faut utiliser une autre technique. Là. Ouais, non, chez nous, ça m'est arrivé quelques fois. Là, les dindons, ils répondaient. Soudainement, oups, ça voit les appelants. Ça devient nerveux un petit peu. Hop, il continue à te répondre, mais il a tendance à vouloir faire le tour, puis il aime pas ça, là, tu sais. Fait que je pense que c'est important de se donner toutes les chances, là. Oui, puis d'analyser, puis d'oser, puis surtout au niveau des calls, de pas trop caller. Exactement. Trop agressif, parce qu'à un moment donné, il jamme. Comme on dit, hein, trop, c'est comme pas assez. Exactement. Fait que là-dedans aussi, c'est quand même important. Fait que je te remercie beaucoup, Jason, tout à l'heure de nous avoir parlé là, des étranglements ainsi que des balles qui étaient disponibles là, pour chasser le dindon. Nous voilà déjà à la fin de notre émission. Je remercie Marc Harvey et Nicolas Parent pour le reportage de Chasse au dindon. Restez passionnés et quoi qu'il arrive, restez à l'affût.